Donc, comme le titre l'annonce, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter donc l'analyse contrastive des proverbes français, polonais et tchèques, et de vous montrer un peu les manières, donc les méthodes de regarder à travers les corpus multilingues, c'est-à-dire donc pour voir donc d'autres langues que nous analysons à travers les données parallèles. Donc, on va nous lancer tout de suite dans le sujet. Qu'est-ce qu'un proverbe? En fait, dans la littérature typologique, comme certains d'entre vous le savent probablement, donc le proverbe, par exemple, chez Spelmat, est défini en tant que forme verbale non finie, dont la fonction principale est d'exprimer la subordination adverbiale. Dans les langues, dans la description grammaticale particulière, les étiquettes qui sont, les termes qui sont utilisés, c'est par exemple le gérondif en français, gerundio en espagnol, participle adjunct en anglais, et infinitif en finnois, par exemple, coverbe en T en japonais, imię słów przysłówkowe en polonais, die przyczastie en russe, et finalement donc transgressif przechodni en tchèque, qui sera également un des principaux sujets de la présentation d'aujourd'hui. Néanmoins, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais surtout me concentrer donc sur trois formes, comme je l'ai annoncé, c'est-à-dire donc le transgressif tchèque, le gérondif en français et imię słów przysłówkowe. Mais tout d'abord, il faut se poser la question pourquoi. Donc, c'est-à-dire pourquoi il pourrait être intéressant de mettre ces trois formes dans le cadre général de la catégorie de converbes, et pourquoi il serait intéressant donc d'utiliser des corpus linguistiques pour cette analyse. Premièrement, donc, en ce qui concerne le converbe, donc, il nous permet de prendre une perspective typologique un peu plus large pour analyser ces trois formes. Et également, et ça, ce n'est pas un des moindres avantages, c'est éviter également la confusion terminologique. Par exemple, Lehmann, en parlant des gerundio dans les langues romanes, donc il parle de gerundif, et dans les descriptions anglaises des formes slaves, on parle de gerund, donc ça peut prêter à la confusion avec les formes anglaises. Et ce qui est important également, c'est qu'on peut mettre donc cette recherche un peu dans le cadre un peu plus large de la subordination adverbiale, exprimée dans plusieurs langues. Et donc le deuxième volet, donc pourquoi les corpus linguistiques? Le premier point, et donc je crois que je n'ai pas à expliquer, c'est-à-dire que les corpus nous permettent d'analyser de larges données authentiques, tant en diachronie qu'en synchronie, et voir donc la fréquence dans les différents types textuels. Et donc, pour les corpus multilingues, les corpus parallèles, donc sur lesquels donc, je vais me concentrer aujourd'hui également, leur avantage pour la linguistique contrastive, c'est d'offrir un bilingual output, c'est-à-dire des productions bilingues fiables, qui peut servir, d'après par exemple Fortgast, comme tertium comparationis pour l'analyse contrastive. Et en plus, comme donc le titre de la présentation l'indique, les corpus parallèles peuvent servir également comme miroir fonctionnel et miroir sémantique, c'est-à-dire on peut, à travers les données d'une langue, donc on peut regarder à travers, c'est-à-dire seeing through multilingual corpora, donc si on reprend le terme de Johansson. Donc, c'était pourquoi et maintenant quoi? Donc, quelles sont les questions de recherche que je vais aborder aujourd'hui? Donc, la première question de recherche, donc c'était dans la première partie, c'est quelles sont donc les similarités et les différences entre les trois coverbes dans leurs propriétés formelles, syntaxiques, sémantiques, stylistiques et fréquentielles. Ensuite, en diachronie, donc quelles sont les différences entre les trois formes? Est-ce que c'est les différences entre les trois formes qu'on peut observer? Est-ce qu'elles ont été façonnées plutôt par des facteurs intralinguistiques, c'est-à-dire l'évolution phonologique, morphologique propre aux différentes langues, ou bien par des facteurs extralinguistiques, c'est-à-dire par exemple des interventions normatives, des facteurs sociolinguistiques, etc. Et la troisième question portera sur l'analyse synchronique, c'est-à-dire ce sera la troisième partie de cette présentation. Donc, comment ces différences entre ces trois formes sont reflétées dans l'équivalence ou bien la non-équivalence entre les trois formes dans les données parallèles, et également quelles sont les conséquences donc, de ces différences pour l'expression de la subordination adverbiale dans ces trois langues.
Naturellement, les études précédentes portant sur les coverbes, donc en polonais, en tchèque et en français, sont vraiment abondantes. Donc, la recherche précédente est abondante. L'approche que moi, je vais adopter ici, c'est plutôt quelque chose qui jusqu'ici manquait un peu dans ces analyses. Premièrement, c'est l'approche contrastive, c'est-à-dire que je vais comparer donc, les trois formes. Et l'approche basée sur des corpus linguistiques, c'est-à-dire l'approche quantitative, et tout cela dans le cadre plutôt général, donc typologique du coverbe. Juste un petit rappel avant qu'on se lance vraiment dans le sujet. Donc, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, et c'est quelque chose que Laure a déjà un peu rappelé, est basée sur 4 publications, dont 2 sont déjà sorties. Donc, également le livre en tchèque, mais également un article donc, en anglais dans Language Science Press. Mais 2 autres sont sous presse, donc en phase finale de révision. Donc, vos remarques, commentaires, critiques, suggestions d'amélioration sont donc vraiment les bienvenus. D'accord, donc on y va. Le plan, donc comme je l'ai déjà dit, donc, le plan va correspondre aux 3 parties, aux 3 questions de recherche que je viens de présenter. Donc d'abord, les différences et les similarités entre les 2 formes, ensuite l'analyse diachronique et en 3e partie, l'analyse synchronique et ensuite la partie la plus importante, la discussion. Et j'espère qu'on y arrivera donc, à temps. Donc, on y va. Donc, le coverbe, la définition, et quelle est sa typologie interne, et quel est le positionnement des 3 formes à l'intérieur de cette typologie interne. Donc, il faut rappeler également que le terme coverbe a été déjà, on dit pour la première fois, utilisé déjà par Ramstedt, mais il s'est répandu dans la littérature typologique, surtout à partir des travaux de Igor Nedialkov et Vladimir Nedialkov dans les années 80, et surtout ensuite, grâce aux travaux de Haspelmath et Koenig dans les années 90. Comme je l'ai déjà dit, donc, les termes traditionnels utilisés sont très variés. Mais il faut rappeler aussi que, par exemple, dans une étude typologique sur un échantillon représentatif de langues dans le monde entier, donc cette étude a été menée par Daniel Ross. Donc c'était un échantillon de 300 langues et il montre qu'à peu près 45% des langues du monde entier ont un coverbe. Ce sont les points noirs donc, sur cette carte. La définition traditionnelle donc, qui est donnée déjà par Haspelmath, c'est donc non-finite verb forms whose main function is to mark verbal subordination. Néanmoins, ce que les typologues remarquent, c'est que cette définition peut être trop étroite parce que, comme vous le savez très bien, pour certaines langues, la distinction entre les formes verbales finies et non finies n'est pas vraiment pertinente. Donc, ce qui est proposé, c'est donc une autre définition qui est répandue, et c'est donc la définition de Nedialkov, qui dit que c'est dependent mark verb forms typically function either in clause chaining or in adverbial clauses. Donc, néanmoins, il y a des problèmes liés également au terme coverbe. Je vais en mentionner 2 seulement. Le premier est déjà lié à ma tentative de traduction en français. Parce que le coverbe, vraiment, donc ce terme peut poser des problèmes. Donc, en premier lieu, ce terme a déjà été utilisé dans la littérature, dans des articles portant sur le français, par exemple chez Herslund ou bien Havou Pierrard, pour désigner non le gérondif, mais le participe présent, comme vous le savez peut-être. Mais néanmoins, Havou et Pierrard, il remarque qu'en français, la forme converbale par excellence est vraiment le gérondif. Le deuxième problème qui peut être lié à ce terme, c'est qu'en anglais, ce terme est déjà pris coverbe, qui donc désigne une réalité linguistique différente dans les langues d'Asie ou de l'Afrique de l'Ouest. Quelle peut être la solution à ce problème? Premièrement, donner la définition claire donc, de ce dont je vais parler. Ensuite, analyser la coverbalité ou bien coverbialité du participe présent français. C'est quelque chose que je vais essayer de faire à la fin de cette présentation. Ou bien également utiliser le terme converbe, comme ça a été proposé également par Havou Pierrard. J'aimerais bien ensuite connaître votre avis sur cette solution également. Il y a plusieurs variantes. C'est un peu hybride, mais c'est déjà donc attesté dans la littérature. Le deuxième problème est un peu plus grave. Et c'est en fait lié au fait que, comme vous le savez, donc Martin Haspelmath, à peu près donc, autour de 2010, donc, il a lancé
il a mis en cause l'applicabilité du terme converbe ou bien coverbe donc dans les études, dans la recherche typologique, parce qu'il dit que ce n'est pas un comparative concept, ce n'est pas un concept comparatif, parce qu'il est trop, effectivement, donc, trop lié donc, aux distinctions des formes verbales finies et non finies, c'est-à-dire à la forme des verbes. Néanmoins, la recherche récente a clairement démontré que si le terme est soigneusement défini, et on distingue soigneusement la forme et la fonction converbale, donc ce concept peut être vraiment utile dans la littérature typologique, dans les analyses diachroniques, y compris donc, portant sur le français, et également dans les analyses contrastives. Il faut également mentionner que donc le choix des 3 coverbes des 3 langues que j'ai faites, donc c'est donc le polonais, le français et le tchèque, et il présente un avantage, à savoir le fait que les 3, donc dans la typologie interne des coverbes, d'après Nedialkov, les 3 formes appartiennent au coverbe dit strict ou bien canonique, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment spécialisés dans la forme converbale. Donc, on n'aurait pas à gérer d'autres fonctions de ces formes, contrairement à, par exemple, gerundio en espagnol, qui a d'autres fonctions, ou bien participle adjunct forme ing en anglais, qui, dans la typologie de Nedialkov, sont considérés comme des quasi-converbes, parce qu'ils assument donc d'autres fonctions également. Si vous regardez, donc pour les langues slaves, donc pour les coverbes slaves, il est naturel, donc il est vraiment, c'est typique d'avoir des coverbes stricts, c'est-à-dire donc ils n'ont pas d'autres fonctions. Mais parmi les langues romanes, comme le montre également ce graphique-là, c'est plutôt exceptionnel. Parce que comme vous le voyez ici, donc ce graphique vous montre la fréquence relative, donc IPM des 4 coverbes, donc en français, en espagnol, en italien et en portugais, et donc leur fonction coverbale, c'est-à-dire donc c'est marqué en bleu. J'espère que vous voyez les mêmes couleurs que moi. Et donc les fonctions périphrastiques, c'est-à-dire non converbales. Et vous voyez que donc en espagnol, par exemple, c'est donc les fonctions non converbales sont vraiment représentées, tandis qu'en français, donc la fonction périphrastique est quasi inexistante et donc très peu représentée. Donc, et ça vraiment permet, donc ça vraiment facilite la comparaison entre le coverbe français et les 2 coverbes slaves, donc polonais et tchèque. Donc, on y est, donc par cela, nous sommes déjà lancés donc, dans l'analyse contrastive des similarités entre les 3 coverbes. Donc d'abord, ils sont tous les 2, donc tous les 3 donc stricts, canoniques, et tout comme les autres coverbes, ils sont également, ils permettent la condensation, ils sont des moyens de la condensation syntaxique et la hiérarchisation de l'information. Ça, c'est important parce qu'on va le voir donc à la fin de cette présentation, si une langue perd le converbe, donc qu'est-ce qui se passe avec la hiérarchisation de l'information dans la phrase. C'était l'exemple, donc le premier exemple que j'ai mis tout au début. Juste pour rappel, donc j'ai mis cet exemple donc en hommage à Milan Kundera, donc récemment disparu, et c'est tiré donc de son roman La plaisanterie, donc Gert. Et vous voyez que dans ces cas, donc les coverbes permettent donc la condensation de la phrase, de la proposition, et également la hiérarchisation de l'information. Néanmoins, il faut rappeler que les converbes ne sont pas les moyens dominants de la subordination adverbiale dans la plupart des langues européennes, parce que là, ce sont plutôt des propositions subordonnées adverbiales. Contrairement, par exemple, au turc, où vraiment donc, le converbe est le moyen de la subordination adverbiale dominant. Donc, il y a également une autre similarité entre les 3 formes. Donc, et c'est qu'ils sont plutôt typiques pour la langue, le registre écrit et pas pour le registre oral. Par exemple, et ça c'est typique pour la plupart des langues européennes. Juste une remarque, quand je parle des langues européennes, donc je pense aux langues indo-européennes parlées en Europe. D'accord? Juste pour être clair. Donc, en tchèque, le coverbe est considéré comme littéraire et vieilli, voire archaïque, donc vraiment limité au texte écrit. En polonais, c'est książkowy, désolé pour ma prononciation polonaise, c'est-à-dire littéraire, donc bookish. Et en français, en fait, on peut se dire, d'accord, on utilise le gérondif à l'oral, mais en fait, les études sur corpus donc, récentes ont montré que ce n'était pas tout à fait vrai,
par exemple, donc, Escobas Benveniste donc, a montré que donc, la fréquence relative du converbe, donc, du gérondif français donc, à l'oral est seulement 200 IPM, donc la fréquence relative est très limitée. Et en plus, la variabilité lexicale est très limitée également. La conséquence donc de ce trait est le fait que ces trois formes, et on va le voir dans un instant, sont plus sensibles aux interventions normatives donc au cours du processus de la standardisation de la langue que les moyens linguistiques qui sont très bien représentés dans la langue parlée. Les trois formes présentent également d'importantes similarités dans leurs propriétés syntaxiques. Donc, d'abord, ils sont tous les trois modifieurs adverbiaux, contrairement aux participes, qui sont des modifieurs adnominaux. Et ça, c'est également une différence importante entre le français d'une part et le tchèque et le polonais d'autre part. C'est que dans les deux langues slaves, donc les participes s'accordent donc en cas, genre et en nombre. Mais donc en français, donc le participe présent reste invariable. Ce qui est également intéressant, c'est que les trois converbes, mais également beaucoup de converbes européens également, donc suivent les mêmes grammaticalization paths, c'est-à-dire donc les mêmes tendances à la grammaticalisation, deviennent des adverbes, des locutions adverbiales, des prépositions et des conjonctions. Et la position dominante, donc puisque ce sont des modifieurs adverbiaux, dans la plupart des cas, c'est donc la position post-verbale. Ce qui est également un trait similaire pour les trois coverbes, c'est donc le contrôleur du coverbe, c'est-à-dire ils appartiennent au same subject converb. Ça veut dire que le contrôleur du coverbe est coréférentiel avec le sujet de la matrice. Et c'est encore une fois un trait dominant dans la plupart des coverbes. Et là, le tchèque présente une exception, et on va y revenir dans un instant. C'est seulement le tchèque donc marque cet accord de manière explicite par l'accord, donc marque cette relation de manière explicite par l'accord. Néanmoins, dans les trois langues, dans les trois coverbes, les constructions absolues et les constructions attributives sont exclues, bien qu'elles soient historiquement attestées. Vous avez un exemple du tchèque. Et les constructions de périphrase avec le verbe être donc, étaient également attestées en tchèque ancien, mais il a disparu déjà au XIVe siècle. Et d'après Arnaviel, donc en français, cette construction a disparu au XVIIIe. La tradition grammaticale, et ça c'est également un des traits communs, donc dans les trois langues, elle met vraiment l'accent sur la nécessité de respecter cette règle de coréférence avec le sujet de la proposition matrice. Néanmoins, les trois langues, les trois coverbes présentent également les mêmes tendances aux violations de cette règle. Vous y voyez par exemple un exemple donc du français. En rentrant, notre cité me parut pauvre, en retard sur son temps. Et c'est très souvent, c'est très fréquent, surtout avec les coverbes antéposés, parce que donc, leur référent donc, est saturé dans le précontexte. Et en fait, on trouve le même type de violation de la règle dans les deux autres langues également. Néanmoins, dans les données, donc les données montrent que les coverbes non coréférentiels sont très rares, mais l'explication n'est pas peut-être que les locuteurs sont sages et respectent les grammaires, mais c'est plutôt donc il y a une explication pragmatique qui est donnée par Aspelmat également, c'est parce que le sujet de la matrice est en général aussi le référent le plus saillant. Donc c'est plutôt l'explication du respect de cette règle. Et donc, pour terminer la présentation de ce trait commun de ces similarités entre les trois formes, ce sont les propriétés sémantiques. Donc, d'après Nedialkov, donc, il y a trois types de converbes. Specialized converb, qui à chaque affixe est assigné une signification spécifique. Narrative converbs, donc plutôt dans des chaînes narratives. Mais la plupart les langues européennes appartiennent donc au contextual converb, là où le converbe peut exprimer un large éventail d'effets de sens, mais reste très vague. Et donc, l'interprétation est basée donc, sur des facteurs contextuels, donc lexicaux, syntaxiques, pragmatiques, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois formes, donc ça c'est basé sur l'analyse
500 occurrences donc pour chaque langue, c'est-à-dire le polonais, le tchèque et le français. Il est intéressant de noter que les trois langues présentent les mêmes tendances dans la distribution des effets de sens. Donc, on a la circonstance concomitante, temporelle, manière, cause, l'antériorité pure, la circonstance concomitante négative, la condition, la concession et donc l'expression du mouvement donc, auquel on va revenir. Et nous voyons tout de suite que, en fait, dans les trois langues, la circonstance concomitante est vraiment l'effet de sens dominant, ce qui peut être expliqué par le fait que, comme le dit Kortman, dans les langues européennes en général manquent le subordonnant explicite pour exprimer le sens de circonstances concomitantes. On en a pour les relations temporelles, causales, etc. Mais là, le coverbe est vraiment le moyen principal, donc vraiment pour exprimer cet effet de sens. Ce qui est également intéressant, donc nous voyons les différents, donc les similarités, donc la circonstance concomitante, les effets de sens plus informatifs dans le sens de Kortman, donc sont moins fréquents, c'est-à-dire temporelle, manière, causale et condition, concession le plus. En ce qui concerne la concession, donc d'après Kortman, c'est vraiment le sens le plus informatif de tous ces effets de sens, dans le sens qu'il demande également donc, l'effort cognitif le plus important pour l'interprétation. Là où donc ça, ce sont les similarités, mais là où on trouve les différences entre les trois langues, c'est d'une part donc dans l'expression de l'antériorité pure. On a ici un exemple du polonais, odmówiwszy anioł pański w Stalim, c'est-à-dire ayant dit, bien après avoir dit, et donc où le gérondif n'exprime pas l'antériorité pure, et également le sens de la circonstance concomitante négative, comme par exemple nevieda, c'est-à-dire ne sachant pas, donc ce qui est exprimé dans les langues romanes donc par la construction infinitive avec la préposition sans. Donc ça, c'est exprimé dans les deux langues slaves par le coverbe. Par contre, en français, on trouve un emploi du coverbe qui n'est pas attesté dans les langues slaves, et c'est en fait l'expression de la manière du mouvement. Vous savez, par exemple, il approcha d'eux en clopinant. Et le français est donc, donc la langue à cadrage verbal, tandis que les langues slaves, c'est plutôt à cadrage satellitaire. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, donc l'emploi du coverbe dans les langues slaves est exclu. On ne peut pas le dire. Mais comme vous le voyez, ce sont vraiment donc des emplois très limités. Ça représente à peu près 1% de toutes les occurrences du gérondif. Donc ça, c'était pour les similarités, et maintenant pour les différences. Mais je vous promets, ce sera plus court pour les différences. Mais c'est important. Premièrement, dans ce qui concerne les différences, donc ça c'est clair, donc les langues slaves, les langues romanes, l'origine est différente. Mais ce qui est également important pour l'interprétation des trois formes, c'est quelque chose que nous avons déjà mentionné, c'est-à-dire qu'il y a une délimitation importante entre coverbe et participe qui est claire dans les langues slaves, c'est-à-dire donc comme je l'ai déjà dit, donc le participe s'accorde avec le support nominal, tandis que en français, suite à categorical blending, donc il y a un chevauchement fonctionnel important entre le participe présent et le gérondif. Euh, il y a également, on peut rappeler que donc l'Académie française a décidé par le vote de 10 contre 6, donc en 1669, donc sur l'accord, le non-accord des participes. Donc c'était pas tellement juste, mais on aurait pu prendre une autre décision. Mais vous voyez que Madame de Sévigné, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, elle ne se souciait pas trop de l'Académie française. Et donc, cette recommandation donc, qui est attestée déjà chez Vaugelas, donc parfois a créé des situations un peu schizophréniques, parce que comme le montre par exemple Jacques Popin dans son article de 1992, donc Blaise Pascal dans ses provinciales respecte donc cette règle de cette recommandation de Vaugelas, donc du non-accord des participes, tandis que dans les pensées,
Donc, il n'est respectable. Donc, vous voyez, c'est important à retenir peut-être parce que ces interventions, ces effets de ces interventions normatives, on peut les ensuite retrouver en tchèque également. C'est le jeu des interventions et des locuteurs qui doivent se débrouiller ensuite avec. Donc, en ce qui concerne les propriétés formelles, là, ça devient intéressant. Donc, les deux langues slaves suivent la tendance dominante dans les coverbes, c'est-à-dire qu'ils sont formés par des suffixes. Par contre, le français est exceptionnel parce qu'il est formé par adposition, c'est-à-dire une préposition. C'est attesté, par exemple, en irlandais ou albanien, d'après Nedialkov. Je ne parle ni albanais, ni irlandais, ni albanien, ni irlandais, mais donc c'est formé par adposition. Et ce qui est également important, c'est qu'en français, on observe quelque chose qui s'appelle, Nedialkov appelle paradigme monoconverbal, c'est-à-dire on a une seule forme de converbe. Par contre, dans les deux, donc ça c'est quelque chose qui est attesté en slovaque aussi. Par contre, en polonais et également en tchèque, on va le voir dans un instant, on voit quelque chose qui est appelé un paradigme biconverbal, qui est en fait basé sur la propriété aspectuelle des verbes slaves. Et on voit donc qu'avec les verbes imperfectifs se combine le suffixe pour exprimer la simultanéité. C'était l'exemple avec expliquer je en m'appuyant, etc. Donc c'est la simultanéité des événements avec les verbes imperfectifs et le suffixe pour le présent. Mais avec les verbes perfectifs, donc se combine un autre suffixe pour exprimer en fait l'antériorité. C'était cet exemple avec odmówivši, c'est-à-dire ayant dit, après avoir dit, etc. Donc on a en fait deux suffixes qui se combinent avec des verbes à caractéristiques spécifiques. On pourrait également dire, donc d'accord, en français, il y a également le gérondif composé, mais il représente à peu près 1% et il est presque mort, donc il n'est pas vraiment attesté. Mais ce qui est important à noter, c'est que donc, dans les langues slaves, on peut également observer le paradigme monoconverbal également. Ça veut dire qu'on a un seul suffixe, par exemple en slovaque, mais il se combine avec les verbes perfectifs ou bien imperfectifs, et c'est juste l'aspect qui crée cette différence entre simultanéité ou intériorité. Et c'est ça qui est important à retenir. Et ça va être pire, parce que ça, c'est le système morphologique du tchèque. Donc, je vais vous expliquer et je vais vous dire ensuite à qui est la faute, d'accord? Donc, d'abord, ce système présente en général les mêmes tendances que le système polonais ou bien le russe, c'est-à-dire c'est biconverbal, d'accord? Vous voyez ici donc les verbes imperfectifs qui se combinent avec le suffixe du présent, c'est donc opierając, c'est-à-dire en m'appuyant. Et contre ça, on a les verbes perfectifs qui se combinent avec le suffixe passé pour créer donc l'effet de sens de l'intériorité. Néanmoins, donc ça c'est le système biconverbal en général. Néanmoins, on a une spécialité, c'est-à-dire on a également théoriquement dans la norme les deux autres combinaisons des propriétés aspectuelles et des propriétés formelles, c'est-à-dire ça c'est déjà mort, c'est imperfectif avec les suffixes donc passés, mais ça c'est important et c'est appelé d'après la norme futurate converb, c'est-à-dire vous avez donc le verbe perfectif qui se combine avec la terminaison présent. Et ça vous rappelle déjà quelque chose. Ça, c'est le slovaque. D'accord? Vous avez le même suffixe, mais qui se combine avec donc, soit le verbe perfectif, soit le verbe imperfectif. Mais d'après la norme tchèque, vous êtes censé utiliser cette forme seulement pour exprimer l'antériorité au futur. C'est-à-dire, par exemple, quand je t'aurai expliqué ce problème, tu comprendras. Donc, c'est-à-dire l'antériorité au futur. Et ce qui est intéressant, d'après Nedialkov, cette forme spécifique est attestée seulement, par exemple, en esquimau. C'est complètement exceptionnel, d'accord, dans la catégorie des converbes en général. Et pourquoi c'est exceptionnel? Et c'est que je vais trahir déjà le dénouement de l'histoire, parce que c'est en fait ça, c'est la pétrification d'un stade transitoire de l'évolution du coverbe au XVIe siècle. C'était le stade transitoire entre le système biconverbal et le système monoconverbal, et ils ont en fait pétrifié ce stade en donnant dans la norme toutes les quatre formes. Et pour le compliquer encore davantage, donc vous voyez ici, il y a l'accord
D'accord? Donc, le converbe tchèque a donc maintenu également l'accord, mais c'est un accord spécifique. Ce sont en fait des vestiges donc, du slave commun. Et donc, il y a l'accord donc, en masculin singulier, féminin neutre singulier et le pluriel. Donc, et maintenant, la question se pose, pourquoi? Okay? Et c'est quelque chose qu'il faut expliquer, qu'on peut expliquer seulement par l'évolution diachronique. Donc, on va se poser, donc on va très brièvement mentionner également l'évolution du proverbe français, mais comme vous êtes familiarisé avec ça, donc je vais pas entrer dans les détails. Et je vais me concentrer surtout sur l'évolution donc, de la norme du proverbe tchèque. Et je vais essayer d'expliquer comment on en est arrivé là. Et ensuite, quelles sont les conséquences donc, de cette forme en synchronie. Et ce sera la dernière partie de cette présentation. Donc maintenant, on se lance dans l'histoire, donc l'analyse diachronique. Très brièvement, la méthode. On a ici, donc vous savez que tous que dans la linguistique du corpus, on doit toujours faire face à des problèmes de représentativité du corpus, la comparabilité des corpus si on fait de la linguistique contrastive et également la qualité et la fiabilité de la notation. Et naturellement, ces problèmes sont encore davantage accentués donc en linguistique, donc dans les analyses diachroniques à cause de la disponibilité limitée des textes, etc. Dans ce que je vais dire, me présenter maintenant, je vais me concentrer vraiment sur le tchèque parce que, comme vous avez vu, il est vraiment le plus intriguant de tous les trois formes. Et donc, la solution que j'ai adoptée donc, pour remédier à ce problème de représentativité, c'est la combinaison de plusieurs sources. Premièrement, je vais profiter des recherches quantitatives qui ont été faites de manière manuelle dans les années 60 et 70, faites par Emil Dvořák. Donc, il a analysé de manière manuelle des milliers d'occurrences, y compris donc les fréquences, et il a analysé par exemple dans les archives des témoignages sous la torture donc au XVIe siècle. Il est vraiment allé dans les donc c'est pour avoir des textes qui sont proches de la langue parlée. Désolé. Ensuite, je vais donc profiter des sources grammaticales pour le tchèque donc à partir du XVIe siècle. Et naturellement, donc des corpus que je vous ai promis quand même. Donc, c'est à partir de 2018, c'est-à-dire pour le 19e, 20e et 21e siècle. Là, ce sera la comparaison du français, du tchèque et du polonais. Donc, en silence, juste ici, un petit aperçu des corpus. Vous voyez que c'est un peu de bricolage aussi et que donc là, pour le 19e siècle, c'est un peu limité en taille. Par exemple, seulement 3000 mots pour le 19e siècle, donc en tchèque. Et pour maintenir un peu la comparabilité des corpus, j'ai essayé donc de limiter les corpus au texte littéraire, d'accord, pour au moins avoir une certaine comparabilité. Mais vous voyez que pour le 20e siècle et pour l'analyse synchronique, donc là, on a des dizaines de milliers de textes, de tokens qui sont disponibles. Donc ça, c'était pour Corpus and Method. Et maintenant, l'analyse. Donc, juste un petit rappel de l'évolution du proverbe français et corrigez-moi si quelque chose ne va pas. Donc, vous savez très bien que pendant le passage du latin tardif vers l'ancien français, donc, il y a eu une fusion morphologique, c'est-à-dire category blending, c'est-à-dire les formes participiales et les formes converbales n'étaient plus distinguées. Néanmoins, l'emploi converbal était parfois donc, précédé de prépositions variées, et donc la préposition donc, en a été stabilisée encore une fois par l'intervention de l'Académie française au début du XVIIIe siècle. Néanmoins, donc, avant les 100 prépositions, c'était très fréquent. Et en français contemporain, donc le résultat de cette évolution, comme nous l'avons déjà dit, donc en français contemporain, il y a un chevauchement fonctionnel important entre les deux formes, c'est-à-dire le coverbe, donc le gérondif, et le participe. En particulier dans l'effet de sens de circonstances concomitantes, qui, comme nous l'avons vu, est typique pour les coverbes. Donc ça, c'était pour le français. Et maintenant, pour le polonais et le tchèque. Là, ça devient intéressant. D'accord. Le début est simple. Donc, on partage les mêmes formes en slave commun. C'était des formes à la morphologie adjectivale pleine avec l'accord, même dans le cas. Mais donc, dans le passage en ancien tchèque et en ancien polonais, il y avait juste des vestiges donc, de cet accord. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc, ces formes ont commencé à se scinder en deux formes, c'est-à-dire l'adjectivation des emplois adnominaux, c'est-à-dire des emplois participiaux,
qui ensuite, petit à petit, ont pris encore une fois donc, la morphologie adjectivale pleine, d'accord, donc le cas, le genre, le nombre, etc. Et de l'autre côté, les emplois adverbiaux qui, petit à petit, donc, se sont adverbialisés, c'est-à-dire ils ont perdu l'accord avec le sujet. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé en polonais tranquillement au cours du XVIe, XVIIe siècle. Ça a été accepté par la tradition grammaticale. Et ensuite, déjà au XVIIe siècle, on arrive à peu près au même système que nous pouvons voir donc en polonais contemporain. En tchèque, c'était un peu plus compliqué. En fait, il y avait deux processus parallèles qui se passaient. Le premier, c'était quelque chose que nous avons déjà mentionné, c'était l'adverbialisation, c'est-à-dire la perte de l'accord, à partir du XVIe siècle, tout comme en polonais. Mais en même temps, c'était quelque chose que nous avons déjà mentionné, c'était cette transition donc, du système biconverbal au système monoconverbal, qui est attesté en slovaque. Mais, il y a un mais. Donc, je vais analyser maintenant ces deux processus séparément. Premièrement, comme l'ont montré donc, les analyses de Dvořák, dans les textes proches de la langue parlée, c'est-à-dire y compris les témoignages sur la torture, etc., au moitié du XVIe siècle, donc, on commence déjà à observer donc, les tendances à la perte de l'accord des formes converbales. Néanmoins, dans le style soutenu, l'accord est toujours maintenu. Et quelle est l'explication donc, possible de cette tendance? C'est qu'en fait, dès le début, donc déjà Hayek, donc, dans son traité linguistique sur les proverbes, critiquait sévèrement donc, le non-accord, donc l'accord erroné donc, de ces formes donc, au XVIe siècle. Et les autres grammairiens ont continué ensuite à le critiquer sévèrement. Et y compris donc, dans les siècles suivants également, au XVIIe, XVIIIe, ça veut dire également que l'adverbialisation, elle aussi, a continué. Et le résultat, ensuite, il y a eu un événement important, donc un événement extralinguistique important pour l'évolution de la langue donc de la langue tchèque, et c'était en fait la défaite de la rébellion protestante tchèque contre l'empereur Habsbourg en 1620. Suite à laquelle donc, une partie de l'élite culturelle tchèque a été soit exécutée, soit contrainte à l'exil, y compris par exemple Jan Amos Comenius, que vous connaissez peut-être. Et ensuite, le tchèque a cessé d'être la langue des élites, c'est l'allemand qui a pris sa position, et donc le tchèque est devenu plutôt donc une langue de la population rurale et des habitants pauvres des villes. Et c'est la raison pour laquelle au début du 19e siècle, pendant le mouvement national tchèque, donc les grammairiens donc, de cette époque-là n'ont pas choisi comme modèle de la norme donc pour la langue renaissante, la langue de leur époque au 19e siècle, parce qu'ils la considéraient comme peu prestigieuse et dégradée par les 200 ans de l'oppression, mais ils ont pris comme modèle la norme du style soutenu de la littérature de l'âge florissant de la culture tchèque, à savoir la fin du XVIe siècle. Et vous savez déjà que l'accord faisait partie donc, de cette norme. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'accord donc, du transgressif, donc du coverbe, est revenu après 200 ans dans la norme du XIXe siècle. Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire était un peu cachée aux grammairiens de l'époque, c'est cette transition du système biconverbal au système monoconverbal. Pourquoi c'était un peu caché? Parce qu'ils n'avaient pas encore les outils terminologiques pour expliquer vraiment, pour nommer l'aspect. D'accord? C'est assez tardivement que c'est arrivé. Et donc, vous vous souvenez que, donc, en ancien français, le coverbe futur était censé, c'est-à-dire donc le verbe perfectif avec donc la terminaison présente, donc était censé exprimer donc l'antériorité au futur. Mais comme l'ont montré encore une fois donc les études de Dvořák, déjà à partir du XVIe siècle, donc cette forme a commencé à exprimer également l'antériorité au passé. C'est-à-dire elle s'est répandue également dans les fonctions de ce coverbe, donc normalement censé exprimer l'antériorité. Ce processus est achevé en slovaque, comme nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire en slovaque, on a en fait ce système monoconverbal, c'est-à-dire on a un seul suffixe, et les différences entre l'antériorité et la simultanéité sont donc distinguées seulement par l'aspect.
Mais, et également, c'est achevé dans les dialectes tchèques et moraves. Mais dans la langue tchèque, donc normée, donc standard, donc on a gardé également ce futurate converbe, même si, comme l'ont montré également les analyses de Dvořák, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, donc la majorité des emplois donc, de cette forme-là étaient donc pour exprimer l'antériorité au passé. Donc, ces règles que nous venons de voir donc, dans ce tableau ont été ensuite pétrifiées par les manuels scolaires donc, après 1850, quand la langue tchèque a, donc, ils ont commencé, c'est redevenu donc, une matière d'enseignement à l'école. Et donc, ils ont commencé à publier des manuels scolaires vraiment qui présentaient cette nouvelle ancienne forme. Et en fait, les grammairiens étaient parfaitement conscients du fait que c'était une norme complexe et archaïsante, mais ils le considéraient plutôt comme un avantage. Parce qu'ils la considéraient comme prestigieuse. Par exemple, l'accord donc rapprochait le tchèque des langues sacrées prestigieuses, donc du grec ancien et du latin. En plus, d'après donc également en ligne avec les théories de la langue, de l'évolution de la langue de l'époque, donc la richesse morphologique était considérée comme un stade plus évolué de la langue, donc plus c'est complexe, plus meilleur c'est. Et également, et ça c'était très important pour eux, surtout à la fin du 19e siècle, donc l'accord distinguait donc le tchèque de l'allemand. Et c'était très important. Donc, le tchèque, on peut le conclure. Donc, dans ce cas-là, donc, présente, si on reprend donc, la typologie du purisme d'après George Thomas, donc, le tchèque présente des tendances au purisme archaïsant et élitiste, et également xénophobe, ciblé contre l'allemand. Je ne sais pas s'il y a des Allemands qui m'écoutent. Désolée, ça fait longtemps. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, c'est quel impact donc, l'instauration de cette norme archaïsante donc, a eu sur l'évolution de la fréquence du proverbe tchèque donc, au 19e siècle et ensuite au 20e, 21e siècle, en contraste avec le polonais. Donc, maintenant, ce seront des graphiques, d'accord? Il y a davantage d'images. Donc, l'évolution des fréquences, donc ce que ce graphique montre, c'est en fait l'évolution de la fréquence relative du proverbe tchèque donc, au cours du 19e siècle dans des textes littéraires, et ça montre donc les trois formes. Donc, en rouge, c'est donc ce converbe de simultanéité, c'est à peu près 2000 IPM. Et ensuite, et vous voyez qu'il y a une baisse en fréquence, donc de à peu près 2600 à 1400 IPM, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et pour l'antériorité, donc nous voyons que ce que ce graphique montre également, c'est que et ça, c'est typique pour les langues européennes, c'est que la simultanéité, le sens de simultanéité domine, et c'est cette tendance vraiment à exprimer la circonstance concomitante. Donc, les deux formes pour l'antériorité sont moins attestées. On va zoomer un peu, donc détail, la mise en détail, donc sur les deux formes exprimant l'antériorité, d'accord? Donc en fait, ce sont les mêmes données maintenant, mais juste pour l'antériorité. Et vous voyez que donc au début du siècle, donc la ligne rouge, donc c'est ce converbe futur, d'accord, qui en fait avait repris les fonctions de l'antériorité qui domine, et donc le converbe donc perfectif avec la terminaison donc passée était moins représentée. Et ensuite, donc, le converbe futur donc, descend, d'accord, donc sa fréquence diminue. Et donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc, la fréquence des deux formes diminue considérablement. Il y a également pas mal de textes qui affichent zéro occurrence donc, de ces formes-là. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a l'impact donc, de cette forme, de cette norme archaïsante qui, donc, à la moitié du 19e siècle, a été imposée à la langue? Mais ça, c'est difficile à prouver. Néanmoins, ce qui en reste, c'est-à-dire qu'il y a une baisse en fréquence donc des trois formes du proverbe tchèque. Maintenant, on va le comparer avec le polonais.
Et nous voyons qu'encore une fois, donc, la simultanéité domine, c'est la ligne rouge, l'antériorité est moins représentée. Néanmoins, il n'y a pas d'occurrence zéro pour l'antériorité. Et en plus, la fréquence pour les deux formes reste stable. Donc, cette courbe, en fait, n'est pas statistiquement significative, comme nous le montrent les intervalles de confidence. Juste pour compléter le tableau, ça c'est la courbe pour l'évolution du coverbe français. Au 19e siècle, basé sur le texte de Frontext, c'est la fréquence relative. Et je n'ai pas encore terminé cette analyse, mais en fait, il s'avère que cette courbe est en proportion inverse avec la fréquence du participe présent. C'est-à-dire, donc, c'est vraiment le miroir. Et si ça vous intéresse, qui sont les outliers ici, c'est Balzac. Les 19 romans de Balzac, donc ça traîne donc la courbe vers le haut, donc à la moitié du 19e siècle. Donc le plus haut, c'est une nouvelle réquisitionnaire, ça s'appelle. Donc, ce qui reste à faire, c'est-à-dire de faire l'analyse en excluant ces outliers. Mais pour le tchèque, ce graphique n'est pas vraiment, pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la comparaison donc, des trois formes en général. Nous voyons que pour le 20e, 21e siècle, donc, la fréquence du coverbe tchèque est donc la plus basse de tous les trois. Pour le polonais, c'est la fréquence la plus haute et le français vient au milieu. Et ce qui est également intéressant, c'est que le coefficient de variation est le plus élevé pour le tchèque, ce qui signifie que les textes, donc l'emploi du coverbe dépend beaucoup des propriétés stylistiques des différents textes ou bien des préférences des auteurs. Ces graphiques nous montrent en fait l'évolution de la fréquence du coverbe tchèque, français et polonais au cours du 20e et 21e siècle. Et nous voyons que donc, au cours du 20e siècle, donc, la fréquence du coverbe tchèque a vraiment chuté vers presque zéro, avec beaucoup d'occurrences zéro. Par contre, en français, la fréquence reste plutôt stable. Et en polonais également, il y a juste un petit début de baisse donc, de la fréquence en polonais. On peut se poser la question si ça continue ou bien si c'est juste une fluctuation. Je ne sais pas si ça vous intéresse, qui sont les deux zéros ici en français. Est-ce que vous pouvez deviner dans quel texte il y a zéro occurrence de gérondif? Ce sont les seuls tout au XXe siècle. 20e, c'est ça. C'est autour des années 70, je crois. C'est Georges Perec. La disparition, elle est revenante. Ouais. Parce qu'il y manque les deux graphèmes, donc qui sont importants quand même pour le gérondif. Mais ce sont les seuls. D'accord? Ce sont vraiment les seuls, sinon il n'y a aucune occurrence zéro. Par contre, en tchèque, donc ce graphique nous montre cette density plot, c'est-à-dire quelque chose comme un histogramme qui nous montre donc la distribution des fréquences en tchèque. Et nous voyons que cette distribution, c'est-à-dire donc il y a très peu de textes qui qui affichent la fréquence très élevée donc, dans les textes contemporains. Par contre, la majorité des textes qui affichent donc, la fréquence très peu élevée, quelques occurrences ou bien l'occurrence zéro. Donc, le résultat pour le tchèque actuellement, donc quel est l'état actuel du coverbe tchèque? Donc, la fréquence a chuté au cours du XXe siècle. Ensuite, la morphologie du coverbe tchèque ne fait plus partie de la compétence active des locuteurs tchèques. Et il y a également une forte stigmatisation des erreurs liées à la morphologie et à la coréférence du coverbe. C'est fortement ridiculisé, mais là, c'est partagé avec le polonais. Donc, il se moque également de ceux qui font des erreurs de coréférence. Je ne sais pas si c'est pareil en gérondif. Si quelqu'un fait une faute de coréférence du gérondif, s'il est ridiculisé et stigmatisé, mais un peu. Ouais. Mais en tchèque, c'est pire parce qu'en fait, le transgressif a acquis une valeur symbolique donc pour la langue. Et en fait, c'est toute cette idéologie de la langue-nation qui pèse sur cela, c'est-à-dire faire une faute de la morphologie transgressive, c'est violer la langue, mettre en danger la langue, c'est-à-dire mettre en danger la nation, la survie de la nation. C'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que les locuteurs ont souvent peur d'employer
voyez, les transgressifs, donc les coverbes, parce que d'abord, se faire ridiculiser, et d'autre part, c'est-à-dire, vous voyez, c'est grave quand même de faire une erreur de ce type. Et ensuite, le coverbe a également acquis une marque stylistique très forte, donc littéraire, voire archaïque, donc vu naturellement cette morphologie très archaïsante. Donc, par cela, on peut répondre à la question de recherche numéro 2, c'est-à-dire les facteurs, on peut constater au moins pour le tchèque que les facteurs extralinguistiques, c'est-à-dire sociolinguistiques, idéologiques, peuvent être décisifs dans l'évolution de la morphologie du coverbe, et probablement, ils ont également influencé donc l'évolution de sa fréquence, donc par l'imposition de cette norme archaïsante, contrairement donc, par exemple, au polonais. Néanmoins, il faut rappeler qu'il y a d'autres facteurs qui auraient pu entrer en jeu, par exemple le contact linguistique de très longtemps avec l'allemand, et également l'évolution du système linguistique en tant que tel vers la verbalité. Parce qu'en slovaque, donc la fréquence du coverbe est également très peu élevée, même s'il n'y a pas cette morphologie archaïsante. Donc, on va le voir dans un instant. C'est ça. Donc, ce sera la cerise sur le gâteau. Et donc, c'est maintenant. Donc, quelles sont les conséquences, d'accord, pour la non-équivalence? Donc, on passe maintenant à la synchronie. Donc, quelles sont donc les conséquences pour la non-équivalence de ces formes dans les données parallèles, c'est-à-dire dans les corpus parallèles? Donc, on passe à la troisième partie de cette présentation. Donc, en synchronie, la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire quel est l'impact de ces différences entre les trois formes, donc en fréquence, en marque stylistique, en valeur. Donc, quel est leur impact sur le degré de l'équivalence dans les corpus parallèles, et également quelles peuvent être les conséquences pour l'expression de la subordination adverbiale en général. Et on peut également préciser, ajouter une sous-question de recherche. Donc, comment les effets de sens sont liés donc au type d'équivalence, c'est-à-dire comment l'effet de sens du coverbe dans la langue source, par exemple en français, détermine ou bien ne détermine pas le choix du type d'équivalent. Et ce sera la réponse à ta question également. Donc, c'est-à-dire, c'est là qu'on va utiliser donc je l'ai promis quand même, donc qu'on peut utiliser les corpus parallèles en tant que miroir sémantique. Donc, d'abord, corpus et méthode. Donc, je vais utiliser le corpus multilingue Intercorp qui, donc, dans sa version la plus récente, la version 16, contient 62 langues et presque, donc, à peu près 5 milliards de mots. Et dans sa version 13 et dans sa version 16, elle est également dotée de la notation syntaxique en Universal Dependencies. Et dans sa version 16, également, on a réussi à implémenter les mesures de la complexité syntaxique. Ça, c'est quelque chose dont je vais parler dans la dernière conférence, donc le 28 mai. Le corpus également contient plusieurs types textuels. Core, ce sont surtout des textes de fiction. Press Europe Syndicate, ce sont des textes journalistiques. Acquis communautaire, Europarl, donc les débats au Parlement européen. Les sous-titres, ça c'est, vous voyez, c'est une grosse partie du corpus. Et également la Bible. Ce qui est peut-être l'avantage aussi de ce corpus, c'est que l'accès est gratuit. Il suffit soit votre login institutionnel universitaire devrait marcher, ou bien vous pouvez utiliser ce login temporaire. Et ce qui est important, donc il y a la lemmatisation, l'étiquetage donc en catégorie grammaticale. Et dans ma recherche, je vais utiliser seulement donc le polonais, le français et le tchèque, donc les sous-corpus, limités aux textes de fiction. En général, ce sont des romans et des nouvelles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans chaque direction de traduction, donc tchèque, français, français, tchèque, français, polonais, polonais, français, polonais, tchèque, tchèque, polonais, j'ai analysé 500 occurrences de coverbes et j'ai analysé donc l'effet de sens, donc le sens et le type d'équivalent en traduction. Et vous voyez donc ici la taille des différents sous-corpus. Ce que je vais présenter maintenant, c'est donc, je vais présenter les trois langues cibles, c'est-à-dire les traductions du français et du polonais vers le tchèque,
Par convention, je marque les langues sources en majuscule et donc la langue de traduction donc en minuscule. Ensuite, les traductions du français et du tchèque vers le polonais et pour terminer, donc les traductions du tchèque et du polonais vers le français. Ici, donc, je vais analyser pour le tchèque et pour le français, je vais analyser non seulement le degré d'équivalence, donc les graphiques, mais également la correspondance entre les effets de sens et le type d'équivalent. C'est pas, je ne veux pas discriminer le polonais, mais là, comme vous allez le voir, ce n'est pas pertinent, d'accord? Vous allez le voir dans un instant. D'accord, donc on commence par les traductions vers le tchèque, d'accord? Donc du polonais et du français vers le tchèque. Donc, vous voyez tout de suite d'abord que l'écoverbe, donc c'est ici en bas, en bleu, représente seulement vraiment une minorité des équivalents des converbes polonais et français, ce qui correspond parfaitement donc à sa situation, c'est-à-dire fréquence très basse, marque stylistique très importante. Et leur emploi est en général donc limité aux romans historiques ou bien des styles d'auteurs spécifiques, par exemple les traductions du polonais de Witold Gombrowicz. Donc là, il y a beaucoup donc en tchèque, il y a beaucoup de converbes également. Néanmoins, donc, par contre, ce qui est dominant, donc, ce sont les équivalents à verbe fini, c'est-à-dire d'une part les propositions subordonnées et d'autre part les propositions coordonnées, donc tous les deux à verbe fini. Donc c'est la réponse à ta question. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'on emploie au lieu de ça? Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire ici vous avez donc un exemple donc de la traduction, par exemple, vous avez dit-il en souriant en français, et en tchèque, on a řekl a usmál, c'est-à-dire il a dit et il a souri. Euh, il y a un équivalent qui peut également exprimer le même sens, le même effet de sens, c'est pipi with, c'est-à-dire les syntagmes prépositionnels avec la préposition se, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire řekl s úsměvem, c'est-à-dire il a dit avec sourire. Mais vous voyez que c'est très limité parce que d'une part, donc la construction gérondivale donc au départ doit être donc assez courte et en plus il y a des limitations lexicales donc naturellement pour certains verbes on n'a pas à notre disposition donc les nominalisations. Pour les propositions subordonnées, donc vous voyez ici, donc en polonais, ici j'ai pris un exemple en polonais donc du coverbe intérieur, Ujawszy mnie zawołał, c'est-à-dire m'ayant vu, il a crié, donc ça c'est le converbe intérieur, et en tchèque c'est traduit par une proposition subordonnée temporelle, Když mě spatřil zvolal, c'est-à-dire il y a l'explicitation du sens du converbe par le subordonnant. Et encore une fois, ici, donc, on peut voir des syntagmes prépositionnels qui expriment le même sens, mais encore une fois, c'est plutôt limité. La question que nous pouvons nous poser, c'est-à-dire comment donc ces types d'équivalents se correspondent, sont reflétés donc dans les effets de sens du coverbe de départ. Donc ici, dans ce mosaïque plot, vous avez donc ici les différents effets de sens. Vous avez la circonstance concomitante, la cause, la condition, manière et l'effet de sens temporel. Et ce que nous voyons tout de suite, c'est que donc pour l'effet de sens, la circonstance concomitante, c'est vraiment la coordination qui domine. Donc c'est ce cas de il a dit et il a souri. D'accord? Dans le converbe, même s'il est peu représenté, donc c'est vraiment encore une fois donc la circonstance concomitante qui domine. Pourquoi? Une des explications pourrait être le fait que, puisque le coverbe tchèque est vraiment une forme marginalisée ou bien marginale, donc elle se cantonne un peu dans son sens de base, ce qui est le sens de la circonstance concomitante. Et donc la circonstance concomitante, comme nous l'avons déjà vu également, peut être exprimée également par le syntagme prépositionnel avec. Mais ce qui domine vraiment, c'est donc la combinaison de la coordination avec la circonstance concomitante. Et on va voir les conséquences. Par contre, donc, et comme je l'ai déjà mentionné également, donc une des raisons donc, de cette dominance peut être le fait que
comme dans la plupart des langues européennes, donc il n'y a pas de subordonnant spécifique exprimant la circonstance concomitante. Donc là, on doit recourir à des constructions donc de coordination. Par contre, pour les propositions subordonnées, dans les propositions subordonnées, ce sont par contre donc les effets de sens plus informatifs, d'accord, contrairement à la circonstance concomitante, c'est-à-dire la manière, l'effet de sens temporel et les autres. Et on voit ici, ou bien dans les syntagmes prépositionnels. Et on voit ici que, en fait, comme ça, les données parallèles nous servent comme miroir sémantique, donc vers les formes de départ. Vous avez toujours le gérondif donc, au départ, mais on les recoupe en deux parties. D'une part, la circonstance concomitante avec les effets de sens, donc surtout la coordination, donc l'équivalent de la coordination, et d'autre part, les effets de sens plus informatifs. Et c'est quelque chose qui a déjà été observé par Halmoy, par exemple, qui a divisé, je ne sais pas si vous avez lu sa monographie, elle a divisé les effets de sens de gérondif en type A et type B. C'est très pratique, mais ça fonctionne. Et type A, ce sont ces effets de sens plus informatifs, donc temporel, cause, manière, etc. Et de l'autre côté, type B, où il y a la circonstance concomitante, où il y a juste juxtaposition de deux événements à part. Donc, quelles sont les conséquences en traduction? Et c'est également quelque chose dont je vais parler peut-être la semaine prochaine aussi, donc les conséquences en traduction. Donc, de ces différences structurelles entre les langues. Ici, vous avez un exemple en français, mais non protesta-t-il en rougissant. Donc, on a un coverbe en français. Et en tchèque, comme nous l'avons vu, donc, on a la coordination de deux verbes finis. Zaprotestoval a červenal, c'est-à-dire il a protesté et il a rougi. D'accord? Et nous voyons quelles sont les conséquences, il y en a trois. Donc, premièrement, il y a un glissement de sens, donc de la simultanéité ou bien au moins un chevauchement temporel vers la conséquentialité claire. C'est-à-dire d'abord, il a protesté, ensuite, il a rougi, parce que ce sont deux verbes perfectifs donc, en tchèque. La deuxième différence, ou bien le deuxième changement qu'on peut observer ici, si on remplace le coverbe source par la coordination dans la langue cible, c'est le changement de la hiérarchisation de l'information. Donc, vous voyez, c'est donc upgrading a downgraded information. C'est Fabricius Hansen qui a observé les mêmes phénomènes dans la traduction de l'allemand vers le norvégien, qui est très proche dans ce cas-là du tchèque. C'est-à-dire que donc, les deux événements sont placés au même niveau d'importance. Et il y a également un changement de la complexité syntaxique, et c'est encore donc, le sujet dont je vais parler donc, pendant la dernière conférence, c'est-à-dire par exemple le subordination ratio passe de 2 à 1 dans la proposition incise. Par exemple, donc, ces changements, donc, ces glissements ont été observés dans d'autres paires de langues également. Par exemple, Filiushkin-Akraev a observé le même type de glissement dans les traductions du russe, donc du coverbe russe vers le norvégien. Donc, il y a la coordination à verbe fini également. Donc, le résultat est que donc, il y a des différences dans l'expression de la subordination adverbiale dans les deux langues. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les traductions donc, vers le polonais, donc du tchèque et du français vers le polonais? Premièrement, nous voyons que le coverbe domine. D'accord? Vous avez à peu près donc 70% des coverbes dans les traductions du tchèque vers le polonais et donc à peu près 60% dans les traductions du français vers le polonais. Ça correspond parfaitement donc, aux différences de fréquence que nous avons observées, c'est-à-dire donc en polonais la fréquence la plus élevée, etc. Par contre, les équivalents à verbe fini, c'est-à-dire les propositions coordonnées et les propositions subordonnées, donc, représentent vraiment donc, un équivalent marginal, contrairement au tchèque, ce que nous venons de voir. Et ce qui est important pour les deux langues slaves, les participes présents représentent vraiment très peu, c'est juste quelques occurrences comme équivalent des coverbes tchèques ou bien des coverbes français. Ce qui reflète donc cette distinction claire donc des converbes et des participes slaves, non seulement du point de vue morphologique, mais également du point de vue fonctionnel. Par contre, pour le participe présent, et on arrive à la dernière partie, c'est-à-dire c'est pour les traductions du tchèque et du polonais vers le français.
Là, vous voyez que le converbe représente à peu près seulement 30% des équivalents. Donc, dans la traduction du tchèque vers le polonais et du polonais vers le français, du tchèque vers le français et du polonais vers le français. Donc, vous voyez seulement à peu près 30% parce qu'il est fortement concurrencé justement par le participe présent. Donc, dans la traduction du polonais vers le français, c'est à peu près 15% des équivalents et en tchèque, c'est même 30%. Quelle peut être l'explication donc de cette différence, d'accord? Donc dans la traduction du tchèque vers le français, du polonais vers le français. Premièrement, nous l'avons vu, en tchèque, la fréquence de la circonstance concomitante est plus élevée qu'en polonais. Et comme vous vous souvenez, donc dans le participe présent, donc l'effet de sens dominant, c'est également donc dans ce cas-là la circonstance concomitante. Ce qui peut également jouer un rôle, c'est la marque stylistique du coverbe tchèque, parce que donc il est archaïsant, donc très formel, et les traducteurs peuvent opter pour le participe présent pour des raisons stylistiques, parce qu'il est considéré comme plus formel que le gérondif. Donc, donc cela pourrait influencer leur choix également. Et il y a des différences de sens auxquelles on va arriver dans un instant. Néanmoins, tout comme en polonais, les équivalents à verbe fini représentent vraiment très peu d'occurrences. Donc d'abord, les propositions coordonnées et les propositions subordonnées. Mais contrairement aux deux langues slaves, donc nous y voyons également les constructions infinitives. D'une part, la construction infinitive avec sans et infinitif, vous vous souvenez, c'est là où c'est exprimé la circonstance concomitante négative, qui est dans les deux langues slaves exprimée par le coverbe, et d'autres constructions infinitives, par exemple, après avoir fait quelque chose, etc., par exemple pour temporel. On a ici un exemple donc, de ce coverbe négatif, nevida anesliche, donc c'est sans rien voir ni entendre. D'accord? Vous voyez que donc, le coverbe négatif tchèque est rendu par l'infinitif avec la préposition sans en français. Et ici, vous avez donc le coverbe tchèque tchíke qui est traduit par s'entend par un participe présent en français. Donc la question qu'on peut se poser également, tout comme on l'a fait pour le tchèque, c'est-à-dire est-ce que les effets de sens de la langue de départ influencent le choix de l'équivalent en français? Et vous voyez qu'en comparaison avec le mosaïque pour le tchèque, là le paysage est beaucoup plus varié. Tout d'abord, nous voyons que les effets de sens, donc les équivalents sont très variés et ce sont surtout les équivalents non finis. Donc, on a ethnominal modifiers, sont surtout des adjectifs, les constructions absolues, néanmoins la coordination, mais très peu, donc les propositions, donc les coordonnées à verbe fini, le converbe ici quand même, mais l'effet de sens circonstance concomitante domine également. Les syntagmes prépositionnels, d'autres constructions participiales comme participe passé composé, etc. Le participe présent, ici, et la construction sans infinitif. Donc, vous voyez que le paysage est très varié et il y a beaucoup de constructions non finies. Ce qu'on peut également constater, c'est que donc l'effet de sens circonstance concomitante est représenté le plus, et vous voyez ici donc dans les probabilités de combinaison, donc les représentés par le coverbe et également par le participe présent. On peut se donc poser la question, ici ce n'est pas si clair comme en tchèque, quelle est donc la règle du choix de l'équivalent? Donc qu'est-ce qui dirige le choix entre le converbe, donc le gérondif, et le participe présent comme équivalent du coverbe slave. Et là, je dois avouer que c'est juste une ébauche d'explication et donc j'aimerais bien vraiment en discuter. Il y a dans le chat quelque chose, je ne sais pas si c'est... C'est bon, d'accord, très bien. Donc, il y a donc le coverbe et le participe présent, et on peut se demander donc quelles sont les tendances dans la distribution des deux effets de sens. Et comme j'ai déjà dit, c'est vraiment juste une ébauche de l'explication, puisque donc jusqu'ici, je me suis concentrée sur le converbe et pas vraiment donc, sur la différence avec le participe présent. Mais je vais quand même essayer donc, de présenter deux pistes d'explication. La première, c'est que donc, parmi les équivalents français des
des coverbes donc slaves, ce qu'on voit, c'est que, donc ici, ce n'est pas l'explication entre donc le choix entre le converbe et le participe présent, mais c'est l'explication donc des tendances pour les autres types d'équivalents. Surtout agnominal modifier, c'est-à-dire l'adjectif, mais également la construction absolue. La tendance intéressante que nous pouvons observer dans ces équivalents, c'est que ce qui est dans le converbe slave exprimé donc, par le sens processuel verbal de la forme verbale du converbe acquiert un sens plutôt statique, bien résultatif en français. Vous avez par exemple ici bledna en tchèque, ça veut dire empâlissant, devient en français pâle, c'est-à-dire juste l'adjectif, donc le résultat. Ou bien en polonais mienięcie, encore une fois, désolé pour la prononciation. Donc, ça veut dire en changeant, mais en français, ça donne changeante. La même chose, vravoraït, en titubant, chancelante. Donc, vous voyez, il y a donc cette tendance à l'expression statique. Pour les constructions absolues, c'est pareil. En tchèque, on a držítiv prstech, c'est-à-dire en la, donc la bouteille tenant entre ses doigts. Mais en français, on a la construction absolue de la bouteille à la main, donc résultatif, descriptif. Ou bien en tchèque, dívaje se mu upřeně na horní red, donc en regardant fixement sa lèvre supérieure. Et ça donne en français les yeux rivés sur sa lèvre supérieure. Encore une fois, construction absolue, descriptive, résultative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer les mêmes tendances, même pour les équivalents des anterior converbs, c'est-à-dire des formes de converbes qui expriment l'antériorité dans les langues slaves. Et donc, le sens est plutôt résultatif, donc en français. Par exemple, on a en tchèque postaviv se před něho, c'est-à-dire s'étant mis debout devant lui, et en français, ça donne planté devant lui, c'est-à-dire il y a le sens résultatif. En polonais, zamknąwszy się w domu, c'est-à-dire s'étant enfermé dans la maison, en français, le résultat enfermé dans la maison. Et il est intéressant de mettre ces tendances dans le contexte un peu plus large typologique, dans les analyses de Eva Schulze-Bell et Niklaus Himmelmann, qui constatent que anterior converb encodes a post stage of the eventuality which is denoted by the lexeme from which it derives. C'est-à-dire que le converbe antérieur, d'accord, donc ce n'est pas seulement le sens processuel du verbe, mais c'est également ce qui est important dans ce sens, c'est-à-dire il exprime le résultat de l'action, c'est-à-dire a state of the controller rather than an event in a sequence. Et vous voyez, encore une fois, c'est le miroir sémantique donc des converbes, bien des corpus parallèles, parce que c'est quelque chose qui est présent dans les converbes tchèques, mais c'est grâce au miroir du français qu'on le voit. C'est-à-dire il y a le sens résultatif donc de ces converbes également. Et si on revient donc à notre question portant sur donc, la distribution du participe présent et du converbe, c'est-à-dire donc du gérondif, naturellement, ce n'est pas une question nouvelle. D'accord. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui se sont penchés sur ça, parmi lesquels surtout donc, Halmoy, mais également d'autres. Mais je crois que ces données parallèles donc, peuvent vraiment, et en combinaison avec des recherches typologiques récentes, peuvent nous permettre de donner un nouveau regard donc, sur cette distribution. Comment ça peut marcher? Donc, je ne sais pas si vous avez lu cet article. Donc, c'est Eva Schulze-Bell et Niklaus Himmelmann ont analysé donc les depictive constructions et également donc les compléments adverbiaux en général. Et ils ont en fait donc mis ces constructions, mais c'est vraiment une analyse typologique. Donc il y a y compris des langues australiennes, pas mal d'autres langues. Et donc ils les ont mis sur une échelle, d'accord, les Klein. Et donc d'un côté, donc du point de vue sémantique, nous avons donc des participant-oriented expressions, c'est-à-dire ce sont des constructions plutôt descriptives orientées par leur contenu sémantique vers un participant de la matrice, c'est-à-dire ces participant-oriented expressions. Et de l'autre côté, nous avons donc event-oriented expressions, c'est-à-dire des constructions adverbiales qui sont orientées vers la spécification plutôt de l'événement. Et vous voyez que du côté de participant-oriented expression, donc Schulze-Bell et Himmelmann ont mis par exemple des expressions statiques. Et de l'autre côté, il y a manner et surtout time, donc des expressions temporelles qui sont vraiment orientées vers la spécification de l'événement. Et si on place, donc, et la concomitance, c'est là où le gérondif et le participe présent se rencontrent, et au milieu. D'accord. Et c'est là donc qu'on peut les retrouver.
Donc, et si on place le participe présent, donc comme modifieur adnominal, il est placé plutôt vers Participant Oriented Expressions. Par contre, le gérondif, en tant que modifieur adverbal, donc, il est placé plutôt donc, vers Event Oriented Expression, mais par son rapport privilégié avec le sujet de la proposition matrice, c'est-à-dire Obligatory Control, il est néanmoins lié au participant, à un des participants de la proposition matrice. Donc, vous voyez que c'est là où il se rejoint. Et comment ça s'est reflété dans les données? Et encore une fois, je dis que c'est juste une ébauche d'explication. Donc, premièrement, donc, pour les participes présents, et ça, ce n'est pas nouveau, donc le sens qui se montre, donc le participe présent est préféré surtout dans des cas où le sens est plutôt statique ou bien descriptif et également orienté vers le participant. Dans le coverbe slave, c'est-à-dire polonais et tchèque. Vous avez par exemple la cadette garder le silence, ferma un demi ses sourds yeux d'enfant. Vous voyez, c'est plutôt statique, descriptif. Et là, on préfère donc le participe présent comme équivalent du proverbe tchèque. Par contre, le gérondif prend souvent le sens plutôt dynamique, orienté vers l'événement. Par exemple, j'ai avalé le sec en fermant les yeux. Donc là, c'est plutôt orienté vers l'événement. Il y a également d'autres tendances qu'on peut observer dans la distribution de des équivalents entre le participe présent et le gérondif. Premièrement, et encore une fois, ça ce n'est pas nouveau, donc le participe présent est préféré lorsque le coverbe slave est un verbe d'activité mentale. Par exemple, wiedza, wiedząc en polonais donne sachant, majedujem, croyant, znając, connaissance, connaissant, etc. En gérondif, ces verbes sont moins fréquents ou bien prennent un autre sens, plutôt le sens de circonstances concomitantes. Et ça, c'est une observation qui a été faite déjà par Halmon, c'est-à-dire la préférence des verbes d'activité mentale. Ce que j'ai également observé dans les données, c'est que le participe présent est parfois préféré également pour maintenir le sens de la circonstance concomitante, surtout si le coverbe source est en antéposition. On a par exemple s'adressant à Schweik, il dit, donc sur les aventures du brave soldat Schweik. Donc s'adressant à Schweik, il dit, obracaje se na Schweika řekl, donc il y a donc le coverbe tchèque donc à l'origine. Tandis que si on y avait mis en s'adressant à Schweik, le sens donc il serait plutôt vers le sens temporel, c'est-à-dire quand il s'est adressé, et donc ça ne serait pas le sens de la construction de départ. Et nous pouvons observer la même tendance, par exemple, aussi avec le verbe de perception. On a vu cet exemple avec sentant la mort proche et il se précipita. Donc, avec le verbe de perception, souvent, c'est le participe présent qui est préféré, surtout pour expliquer la motivation du participant. C'est donc orienté vers le participant. Par contre, avec en sentant la mort proche, ce serait orienté plutôt vers l'événement, c'est-à-dire le sens serait plutôt temporel. Vous vous souvenez du Klein, donc c'est-à-dire temporel, et contre ça, donc orienté vers le participant. Néanmoins, comme ces exemples nous montrent, il y a beaucoup de facteurs contextuels qui entrent en jeu, par exemple la position du coverbe, l'aspect et d'autres. Donc ça demande encore donc, beaucoup d'autres analyses. Et néanmoins, je crois que ça ouvre une piste de recherche intéressante, d'analyse. D'une part, je crois qu'on pourrait accepter le participe présent comme quasi-converbe, c'est-à-dire donc il y a des emplois converbaux dans le participe présent, mais néanmoins il y a d'autres emplois qui ne correspondent pas au converbe, donc on pourrait les considérer comme quasi-converbe, contrairement au gérondif qui serait vraiment converbe. Et on peut voir également que ces équivalents nous montrent également la richesse et la variabilité de l'expression de la subordination adverbiale en fait dans les trois langues. C'est-à-dire on peut voir le miroir également dans notre sens. Et nous voyons également par cela que, en fait, on peut conclure également en disant cela, c'est-à-dire qu'il semble que les converbes slaves en fait, couvrent un espace sémantique plus large que le gérondif français, parce que lui, il est concurrencé donc, par le participe présent. Donc, c'est un peu ça, mais ça demande encore d'autres analyses.
Et on arrive à la conclusion. Et on aura également du temps pour la discussion, donc je suis contente. Donc, juste quelques remarques pour les résultats. Premièrement, donc, on pourrait conclure donc, pour l'analyse diachronique, c'est-à-dire que ce qui est important pour l'évolution des coverbes, ce ne sont pas seulement les facteurs intralinguistiques, c'est-à-dire l'évolution phonologique et morphologique donc propre donc à cette langue, mais également des facteurs extralinguistiques, c'est-à-dire socioculturels, tels que la tradition grammaticale, les interventions normatives, l'idéologie également, le processus de la standardisation de la langue, etc. Pourquoi? Parce que les converbes, bien, au moins les converbes qu'on a analysés, sont propres à la langue écrite, d'accord, que la norme peut toucher facilement. En plus, ce que nous avons également constaté, c'est que donc, les coverbes, comme nous l'avons déjà dit, donc, peuvent être plus sensibles à ces facteurs extralinguistiques. Et nous avons vu également dans l'analyse des équivalences, c'est que donc l'absence du converbe dans le système, ou bien donc sa position restreinte, peut entraîner des changements dans le degré de la complexité syntaxique des phrases et dans la hiérarchisation de l'information. Il y a également certaines conclusions méthodologiques qu'on peut tirer de cette analyse. Premièrement, dans les analyses contrastives, il faut analyser non seulement des propriétés formelles ou bien sémantiques, par exemple des coverbes, mais également la fréquence de ces formes, c'est-à-dire leur position dans le système, leur marque stylistique et leur valeur, c'est-à-dire donc comment ils se positionnent par rapport aux autres formes avec lesquelles ils entrent en concurrence. Le deuxième point important, et j'espère que j'ai réussi à le montrer, c'est-à-dire que les corpus parallèles peuvent représenter un outil très utile pour l'analyse contrastive. Et c'est quelque chose qui a été remarqué aussi par Folkegas parce qu'il représente un lien conceptuel entre les langues, et donc, c'est-à-dire entre les systèmes linguistiques, et en plus, ils permettent de quantifier le degré d'équivalence entre les différentes formes. Et ce que je trouve, moi, également intéressant et prometteur pour le futur, c'est-à-dire qu'on peut comparer, je crois en linguistique contrastive, souvent on comparait seulement deux langues ou bien trois langues, par exemple, du même groupe linguistique. Mais ici, je crois que si on se base, par exemple, sur le concept comparatif du coverbe, on peut élargir la recherche et donc on peut faire quelque chose que j'appelle la triangulation linguistique, c'est-à-dire on peut regarder quelles sont les différences entre les trois langues et également entre les trois traditions grammaticales. Et là, ça devient intéressant. Et pour les questions ouvertes, il y en a pas mal, donc, mais je vais mentionner juste quelques-unes. Premièrement, comme vous vous souvenez, je me suis limitée dans ces recherches au texte littéraire, et donc il serait vraiment nécessaire donc d'élargir la recherche à d'autres genres, scientifiques, journalistiques, etc. Il serait également intéressant de voir donc, comment les coverbes influencent la complexité syntaxique des phrases, mais également donc, les autres formes verbales non finies. Et également, quelle est la place des coverbes dans le paradigme plus large de la subordination adverbiale, c'est-à-dire donc le paysage un peu plus large, y compris les constructions absolues. Et donc, une tâche pour moi, c'est améliorer la visualisation des équivalences entre les formes analysées, par exemple en utilisant des cartes sémantiques ou bien translation mining technique. Eh bien, la question ouverte qui est pour moi très intéressante, c'est quelles sont les autres manières de regarder à travers le miroir des corpus linguistiques, donc pour découvrir donc, un pays de merveilles. Je vous remercie de votre attention. Il y a des questions, il y a des suggestions, des critiques. Oui, j'ai une petite question. Bon. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Ouais. Merci beaucoup pour l'exposé. J'ai appris plein de choses sur le tchèque et le polonais, tout ça. Et c'est effectivement ce type de forme verbale est euh, assez prégnant dans pas mal de langues indo-européennes ou européennes. Et effectivement, c'est important de les comparer et vu de loin, effectivement, on peut se dire bah c'est un peu équivalent entre les langues romanes, les langues slaves et tout ça, mais effectivement, il y a des différences. J'ai une petite remarque d'abord, juste sur un petit détail qui est le choix de la traduction. Donc en anglais, c'est converb. Mhm. Et en français, vous avez choisi de le
traduire co-verbe et c'est plutôt, alors, plutôt je suggérerais de simplement le traduire converbe comme en anglais. Oui. Parce que le mot coverbe est utilisé, enfin déjà coverb en English et puis coverbe en français, est utilisé pour en fait une autre structure qui existe dans certaines langues, notamment d'Australie, des langues australiennes et du Pacifique, qui sont une sorte de, comment c'est comme s'il y avait deux verbes. Enfin voilà, c'est des langues où chaque verbe est composé en fait un peu comme un auxiliaire et un verbe Vas-y, principal. dis. Et, voilà, et donc la forme qui est finie que peut-être on appellerait auxiliaire dans d'autres langues, on l'appelle verbe. Enfin, certains linguistes, notamment Eva Schulze-Bern, qui travaille pas mal qui a beaucoup fait travailler sur ça. Il y a le verbe et puis il y a le co-verbe, c'est-à-dire cette deuxième partie du composé verbal, si on veut. Et du coup, là, je travaille avec Daniel Krause aussi sur un projet sur les prédicats complexes et on essaye de faire la typologie dans plusieurs familles de langues et on voit qu'il y a des questions de terminologie où effectivement parfois converbe et coverbe sont confondus. Donc, je suggère de l'appeler en français aussi converbe. Ça, c'est un détail. Alors, une autre question j'aimais beaucoup les exemples qui venaient de plusieurs corpus différents, littéraires, Kundera et aussi d'autres textes. Et je, certains textes, certains usages de ces converbes ou des participes ou des gérondifs me rappelaient aussi la forte présence des participes dans les langues anciennes comme le latin et le grec Mhm. et aussi le sanskrit, et qui sont très très fréquents dans les textes, qu'on va avoir tendance enfin, si on veut le traduire des textes anciens, souvent on a affaire à un verbe conjugué et puis une cascade de quatre ou cinq participes ou qui souvent sont accordés d'ailleurs. Euh, et on voit que dans l'évolution du latin au français, disons, il y a eu plutôt une perte de cette hiérarchisation de la phrase enfin cette tournure de la période, ce qu'on appelle, enfin des longues phrases latines où il y avait un verbe conjugué et tout le reste c'est des participes. C'est pas quelque chose qui est resté, surtout à l'oral, où on fonctionne plutôt par comment on peut dire, juxtaposition de phrases avec des verbes finis. Ouais. Il reste, et quand il y a un gérondif à droite à gauche, non, ou un participe, c'est vrai que ça existe, mais beaucoup moins. Et je voulais savoir si enfin un peu vous en avez parlé, mais dans les langues slaves, est-ce qu'on observe un peu cette évolution aussi d'une période plus, plus riche en converbes vers une période où les converbes sont plutôt remplacés par. Il y avait quelques exemples qui allaient dans ce sens, hein, qui seraient remplacés par des subordonnés finis. Donc, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le converbe donc pour Hum, l'utiliser et donc c'est vraiment ce que j'ai suggéré aussi. Et pour l'utilisation donc des participes et des gérondifs en cascade, en fait c'était typique également par exemple pour la littérature, pour l'écriture au XVIe siècle et je crois encore au XVIIe siècle, mais surtout XVIe siècle en tchèque qui était fortement influencé justement par la lecture des du textes latin. Hum, anciens. Et donc, par exemple, dans la Bible Kraliska, donc la traduction de la Bible, là, on trouve également donc des emplois de ce type. Néanmoins, vraiment en cascade, c'était attesté au 19e siècle, mais ça dépend fortement surtout donc du style de l'auteur. Et on n'a pas vraiment ce type d'emploi comme des converbes narratifs, c'est-à-dire vraiment des hum. successions. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu par exemple en espagnol, surtout dans la littérature de l'Amérique latine. Donc où on a vu vraiment des cascades de gerundio, mais ça, ce n'est pas dans les langues slaves, c'est vraiment pas attesté. Et donc, quand ça existe je sais pas si c'est en polonais ou en tchèque du XVIe siècle, est-ce que c'est une influence du latin ou c'est une influence du vieux slave ou du vieux bulgare, C'est plutôt l'influence du latin. C'est de la lecture du latin et donc du du grec. grec? Donc Oui, oui, le grec les aussi. auteurs vraiment donc étaient influencés. Mais je crois qu'en français c'était pareil à cette époque-là, je crois. Ouais, Oui. ouais. Et juste une dernière question sur le latin ou grec. Une des choses
qu'on doit apprendre quand on fait du latin et du grec, parce qu'il y a beaucoup ça. Ce qu'on appelle, en latin, c'est ablativus absolutus, et Mhm. en grec, c'est genitivus absolutus. Euh, donc, c'est lorsque il n'y a pas de coréférence entre le sujet du participe et le sujet de la principale. Par exemple, le soleil s'étant levé, il partit au marché, d'accord? Donc le soleil, Mhm. c'est le Ouais. sujet de se lever, et donc qui n'existe pas, comment dire, qui n'est pas très fréquent en français, sauf en traduction du latin un peu littéral. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui a existé à une époque en tchèque, peut-être par latinisme, ou bien d'avoir cette mismatch entre les deux sujets, quoi? C'était attesté, c'est encore une fois, donc, surtout au XVIe siècle, et je crois en polonais également, mais ça a disparu. Ce qui était attesté déjà en ancien français, en ancien tchèque, désolé, c'est-à-dire que le sujet fait partie donc, de la construction converbale, mais il est en fait le même que le sujet de la proposition principale. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le prince étant parti, il fait quelque chose, Oui, bien d'accord? Donc sûr. D'accord. c'est un peu ça. Mais vraiment, les constructions absolues, c'était plutôt rare. C'était attesté, mais c'était vraiment l'influence du latin. Mais sinon, ça a disparu. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est-à-dire en ancien tchèque, on avait des constructions du type où le sujet, ça c'était fréquent, où le sujet faisait partie de la construction converbale, mais il était coréférent avec le sujet de la proposition matrice. C'est-à-dire, le prince étant parti, il a Hmm. fait quelque chose. D'accord? Donc, Ça, c'est il normal. était coréférent avec Oui, le c'est ça. sujet. Mais sinon, les constructions absolues n'étaient pas vraiment attestées. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question en ligne ou dans la salle? Est-ce que Parle fort. on pourrait éventuellement s'attendre à avoir une différence dans la langue maternelle dominante du traducteur? C'est-à-dire, si on prend par exemple un texte tchèque traduit vers le français par quelqu'un qui est de langue française seconde, disons, est-ce qu'on trouverait quelque chose qui reflète plutôt le système tchèque plutôt que dans la traduction de quelqu'un qui est plutôt francophone? Ou est-ce que c'est trop compliqué parce que dans les corpus parallèles, il n'y a pas de choix dans les traductions? Oui, donc la question était, est-ce que donc l'emploi des coverbes, par exemple, en français, pourrait être influencé par la langue maternelle du traducteur? Donc, si c'est un tchèque d'origine, donc la traduction d'origine tchèque ou bien d'origine française. Donc là, je pourrais donner. Donc d'abord dans le corpus parallèle, on a des métadonnées riches et on peut voir donc le nom du traducteur et donc on sait si c'est en français ou bien ce n'est pas en français. Et à vrai dire, je n'ai pas observé de différence. Donc mais la question est également, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le traducteur, comme vous le savez, qui influence euh, la version en fait finale du texte, mais ce sont aussi les éditeurs, d'accord? C'est naturellement ça passe par les corrections. Néanmoins, il y a quelque chose qui était intéressant dans le corpus français, et c'était si vous observez donc la fréquence des gérondifs donc, au cours du XXe siècle. Donc sur les premiers rangs, on trouve Andrei Makin avec la fréquence donc du gérondif, ce qui est naturellement dû donc à son origine russe, donc où donc vraiment les coverbes sont très très fréquents. Donc, je crois que ça peut jouer un rôle, mais naturellement, on ne peut pas le tester directement sur les traducteurs. Mais ce qui est intéressant, c'était aussi, je crois qu'il y a Schröder et Yefremenko qui ont fait une analyse sur les coverbes turcs, en fait, et ça a été publié. Donc, ils ont un article, et ils ont présenté également à cette conférence à Verona sur donc l'évolution diachronique des coverbes. Et ils ont fait l'analyse donc des locuteurs turcs et donc de l'influence du contact linguistique, soit avec une langue qui utilise des coverbes ou bien une langue qui ne s'en sert vraiment pas. Et donc, c'était des Turcs qui vivaient soit en Allemagne, soit aux États-Unis. Et ils ont vraiment constaté que dans les productions en turc de l'écouteur de l'allemand, donc la fréquence des coverbes et également leur emploi était, donc la fréquence était donc
plus basse que pour les locuteurs natifs turcs qui vivaient aux États-Unis, où ils étaient entourés par l'anglais, qui néanmoins donc fait l'usage donc des coverbes. Donc, et c'était vraiment très intéressant. Et je crois que ce contact linguistique, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Donc, pour le tchèque, là, c'est évident. Donc, on pourrait avoir ces analyses-là aussi. Ouais. Sinon, pour les interférences, en ce qui concerne les interférences, si vous posez donc la question sur les traducteurs, donc dans le corpus, j'ai analysé également la possibilité de l'interférence dans les traductions du français et du polonais vers le tchèque, c'est-à-dire on pourrait s'attendre à une fréquence plus élevée dans les traductions du polonais et du tchèque par rapport en comparaison avec les textes non traduits tchèques, mais ce n'était pas le cas, c'était justement le contraire, c'est-à-dire donc en fait c'est quelque chose dont je vais parler la semaine prochaine, c'est l'effet de la normalisation dans la traduction, c'est-à-dire que les traducteurs, ils sont avertis, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser le coverbe, ça peut être l'interférence, et également les éditeurs, donc ils effacent les coverbes dans les traductions tchèques parce qu'ils les considèrent comme des effets de l'interférence. Et la seule interférence qui était présente, c'était dans la traduction de fantasy roman de Andrzej Sapkowski. Je ne sais pas si vous connaissez Miecz przeznaczenia, etc. Donc c'est Zaklinec, le sorceleur. Vous ne connaissez pas? Mais c'est quand même un film, c'est tout un culte, c'est partout. Et donc, il y a un film américain également. Et donc là, donc, dans ce fantasy roman, donc, il y a vraiment une fréquence extrêmement élevée en polonais de coverbe, justement pour créer également cette ambiance, je sais pas, magique, etc. Et il y a eu donc une interférence également donc beaucoup de coverbes également dans la traduction tchèque, mais c'était peut-être également par le fait que les traducteurs voulaient créer aussi cette ambiance archaïsante, historique, etc. dans Fantasy. Une autre question? Si on reste dans la traduction par rapport aux origines, est-ce que vous avez regardé si, par exemple, si on reste sur Kundera, est-ce qu'il y a plus de converbes utilisés dans des traductions en français de Kundera, les traductions étaient quand même revues par lui, par rapport à ses écrits qu'il a produits en français directement? La question était donc portée sur Kundera, et donc est-ce qu'il y a davantage de converbes donc en français, donc de gérondif en français dans les textes qui ont été traduits du tchèque et revus par lui-même, ou bien qui ont été écrits par lui-même juste en français. Le problème est que dans le corpus, nous n'avons pas ces nouveaux textes, c'est-à-dire qu'il a écrit, et en plus comme il a interdit de traduire ces nouveaux textes en tchèque, parce qu'il disait qu'il serait lui-même obligé de réécrire, donc il a interdit de les traduire, donc on n'aurait pas le corpus parallèle en fait, donc c'est pour ça. Ouais, donc on n'a pas la possibilité de cette comparaison. Ouais. D'accord. Question, oui. Moi, je voudrais peut-être poser une question sur le suédois, parce que j'ai vu sur la carte qu'en suédois, il n'y a pas de convert, et je me demandais si on savait quelque chose sur le sort de cette construction suédoise, qu'est-ce qui aurait pu causer cette disparition, puisque dans les autres langues germaniques, si je comprends bien, il y en a bien une, et notamment parce qu'il me semblait que parmi les langues scandinaves, le suédois était justement une langue de contact du bas allemand, et donc ça me semble étonnant que ce soit justement suédois que ça ait disparu. La question portait sur le suédois, donc c'est-à-dire que sur la carte, apparemment, ça s'affichait qu'il n'y avait pas de converbe. Et donc, en comparaison avec les autres langues germaniques, je dois avouer que je ne suis pas vraiment spécialiste des langues germaniques. Et la seule chose que je sais, donc d'après ce que j'ai écrit, donc ce que j'ai lu, d'accord, donc dans la littérature typologique, c'est que en fait, dans les langues slaves, justement, et des langues romanes, donc
les converbes sont vraiment donc très bien attestés, là c'est clair. Mais dans les langues germaniques, le pays, donc la situation est un peu moins claire. Et la seule chose sur laquelle donc, ils s'accordent, donc les auteurs, c'est qu'en anglais, l'anglais est spécifique, c'est-à-dire donc, il y a une fréquence donc, très élevée donc, des converbes. Mais pour les autres langues germaniques, ils disent que, je crois que Koenig, il dit que c'est parsimonious usage of converbs. Et je crois que, donc, je ne connais pas vraiment la situation du suédois. Mais apparemment, c'est donc au moins en allemand, c'est assez limité. Donc l'emploi donc par rapport aux autres langues. Oui, parce que ça, il me semble que on y trouve systématiquement ces coordinations en fait. Ça a été remplacé par des formes coordonnées. Donc il y a les coordinations. Oui, donc la seule chose que j'ai. La question serait, est-ce qu'il y a une tendance? Le suédois est aussi particulier parce que c'est une langue qui ne conjugue presque pas les verbes. Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que pour moi, les langues slaves et même romanes conjuguent beaucoup les verbes, mais ce n'est pas du tout ce qu'il peut y avoir. Un lien là. Oui, je ne sais pas du tout donc pour l'évolution donc pour les langues germaniques là. J'ai vraiment, je ne suis pas la bonne personne, désolée. Certaines langues slaves, je pense aux Russes, ont grammaticalisé certains participes converbes en verbe principal. Converbe en verbe principal au passé vidiel. Ah oui, mais ça c'est un autre type de participe. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, mais en fait, je crois que c'est une autre branche de l'évolution je crois que ce ne sont pas vraiment des converbes, parce que les converbes vraiment prennent source dans ces copredicative participles, c'est-à-dire les participes du slave commun. Et là, donc, il y a donc les deux, je ne sais pas, pour le russe, donc je n'ai pas analysé vraiment l'évolution du russe, mais au moins pour le tchèque et le polonais, donc il y a juste les deux branches de l'évolution, à savoir l'adjectivation vers les participes présents actifs. D'accord, c'est comme travaillant. Et l'autre part, l'adverbialisation vers les converbes. Mais pour Vidiel, je crois que c'est une autre, il y a une autre source. Néanmoins, quand j'ai vu grammaticalisation, là, c'est vraiment une piste de recherche très intéressante également, donc du point de vue typologique, c'est-à-dire comment donc suivre les grammaticalization paths donc dans les différentes langues et voir également les différences parce que par exemple en polonais ce qui est attesté ce sont les multivert expressions dans les grammaticalisations, par exemple généralement parlant en français, d'accord, et donc en polonais c'est largement attesté. Mais en tchèque, ça existait au 19e siècle et ça a disparu au début du 20e. Donc, on voit que vraiment, avec la disparition également du converbe, donc ces expressions lexicalisées sont vraiment sorties de l'usage également. Mais par contre, donc, comme la fréquence du converbe tchèque a vraiment baissé, donc c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais ce qu'on doit gérer dans la recherche sur corpus, quand on fait les recherches de converbes en tchèque, c'est-à-dire qu'il y a une forte proportion de formes lexicalisées et grammaticalisées, donc en conjonction, adverbe, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment écarter de l'analyse. Merci. Bon, ben merci à tous. Donc, merci. Donc, n'oubliez pas, il y a la suite la semaine prochaine à la même heure. Donc, ce sera le mardi 14. Et le titre, c'est segmentation en phrases, donc les différences en segmentation en phrases donc entre le tchèque, le français et l'anglais cette fois-ci. Donc, c'était des questions de traduction et également de la complexité syntaxique. Super. C'est ça. Très bien. Ben, merci à tous et j'espère à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. À bientôt.